Et l'on poursuit avec notre invitée Marie-Noëlle Reboulet. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du GERES, cette ONG qui défend la solidarité climatique, pour faire court. Votre réaction tout d'abord à cette étude dont on vient d'entendre quelques conclusions, un niveau de CO2 présent dans l'air qui n'a jamais été aussi élevé. Et pourtant, moi j'ai envie de dire, on en est à la 30e COP. Qu'est-ce qui ne va pas pour que ça progresse toujours comme ça ? Alors, je dirais deux réactions rapides. D'une part, l'information et la science restent un enjeu majeur. Donc, aujourd'hui, vu les remises en cause qu'il y a en face, il faut toujours le rappeler. Et deuxième point, c'est que c'est effectivement chaque molécule de CO2 que nous rejetons qui a un impact. Et à tous les niveaux, on doit aller vers une réduction de ces émissions. Alors, dites après 30 COP, après 30 COP aujourd'hui, on annonce quand même si la concentration en gaz à effet de serre continue de progresser, on va moins vite, je dirais, dans cette progression. On estime qu'on ira vers 2,5 à plus 2,8 degrés à ce rythme actuel, à l'échéance 2100. Il y a 10-15 ans, on disait 4 degrés, donc évidemment 2,5. Donc vous avez une once d'optimisme quand même. Oui. Ça va toujours trop lentement, mais il y a déjà un progrès. Il y a déjà un progrès et donc il faut persévérer. On entendait également cette scientifique dans le reportage dire qu'il fallait investir toujours et encore dans la recherche. À l'heure où les États-Unis font tout l'inverse, où Donald Trump ne se rend pas à la COP30 demain à Belém, comment vous l'abordez, cette COP30 ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Nous, on attend un pas de plus vers la concrétisation de tous les engagements qui ont été pris. Des engagements, bien sûr, d'aller vers la trajectoire des pas plus de 1,5 degré, mais aussi des engagements à soutenir les efforts d'atténuation et d'adaptation des pays les moins avancés, des pays les plus vulnérables, comme on a vu aux Philippines, hein, avec les pertes et préjudices que ça représente. Donc, on soutient plus de moyens pour l'adaptation. Mais comment peuvent faire ces pays que vous citez, les Philippines, toutes ces économies émergentes qui dépendent encore énormément de toutes les énergies fossiles? Elles n'ont pas encore peut-être passé le cap des énergies renouvelables. Est-ce que c'est cela aussi qui freine d'un côté des économies émergentes qui sortent du lot par rapport à l'Occident, on va dire, d'antan, et justement cette dépendance toujours aux énergies que sont le charbon et autres énergies fossiles? Alors, globalement, sur l'ensemble de la planète, on reste tous très dépendants aux énergies fossiles, même s'il y a un progrès vers l'électrification. Il ne faut pas oublier que l'énergie fossile, c'est notre chauffage, c'est notre transport, c'est une grande partie des activités agricoles, et puis c'est tout le transport du commerce mondial. Donc là-dessus, c'est pas que les pays en développement. Après, les pays émergents, comme l'Inde, comme la Chine, représentent des gros producteurs aussi de gaz à effet de serre aujourd'hui, et même si la Chine a fait beaucoup en énergie renouvelable, elle fait aussi du charbon. Et puis enfin, il y a les pays en développement les plus pauvres, qui sont aussi dépendants à la fois en termes d'utilisation de fossiles, de charbon, parce que ça reste ce qui est de moins cher, et puis dépendants quand ils ont des ressources, je pense au Mozambique, au Sénégal, à la Mauritanie, d'autres pays, ou au Brésil, dépendants de la production de pétrole, de gaz, pour développer leur économie. Et donc, il y a des efforts à faire pour faire en sorte que ces pays renoncent progressivement à ces productions de fossiles pour favoriser les énergies renouvelables et l'électrification. Il nous reste une minute, je vais revenir à cette COP30. Est-ce que le problème de ces accords internationaux, y compris ceux qui seront discutés à partir de demain à Belém, n'est pas le fait qu'ils sont basés sur des engagements volontaires des États et non contraignants finalement? Tant qu'il n'y a pas de sanctions, ça n'évolue pas. Alors, je dirais que la sanction, elle doit venir finalement, puisqu'elle n'est pas écrite vraiment dans les textes, elle doit venir des populations. Et quand on voit que des étudiants du Vanuatu, un petit État, mais un petit État menacé par la montée des eaux, a réussi
à obtenir, après une longue bataille, un avis de la Cour internationale de justice disant que les engagements doivent être tenus et que sinon il devrait y avoir réparation, je trouve que c'est un bon signal pour montrer que la société civile, elle a un rôle à jouer, qu'elle pousse, qu'elle fait pression et que cette pression est indispensable. Alors bien sûr, dans l'autre sens, il y a aussi des pressions, mais on y croit. Merci beaucoup pour cet exemple, donc en provenance du Vanuatu, comme quoi ça peut être un petit pays qui montre l'exemple. Marie-Noëlle Reboulet, merci beaucoup d'avoir été avec nous en tant que présidente du GERES. Merci.